Dégagez, vous entendez? Mercenaires, vous n'avez pas votre place. Bien. Monsieur, Monsieur Hissène Habré. C'est la chambre qui a ordonné qu'on vous amène devant elle. La chambre qui sera chargée d'exécuter soit, mais en attendant, c'est elle qui a la charge de vous juger. Et pour cela, elle ne transige pas. Que vous soyez consentant ou non, elle a ordonné que vous soyez amené de force. Et en tous les cas, comme vous connaissez très bien ce principe, cet adage, force reste à la loi. Bien. Bien, comme il était prévu dans la procédure, nous allons donc la poursuivre et nous allons demander à Monsieur le greffier de procéder à la lecture de la liste des témoins. Maître. Faustin Pacho Bala, Mike Dotrich, Babacar Justin Ndiaye, Jean Bawoyo Aleng, Mahamad Hassan Abakar, Daniel Francet, Bandoum Banjim, Mahamad Alamin, Saleh Batraki, Ahmad Maki Outman, Ahbouja Hamis, Olivier Berko, Hélène Jaffé, Alifa Gaston, Saria Asnek Dono, Brahim Tassi, Suleiman Ibrahim Amir, Yacoub Haroun Ibrahim, Jokota Prosper Kladou, Baningar Kassalam, Mouted Jim Engar, Nahor Ngawara, Aljon Célestin, Laoukura Mbaye Najib et Cheikh Tidiane Sall. Voilà pour la liste des témoins. Vous poursuivez avec celle des victimes Pour les experts. experts,
Yahara Gassama Diop, Arnaud Dingamadji, Patrick Bal, Tobin Tanaka, Anahi Ginat, Claudia Bissot, Mercedes Salado Puerto, Pachon Mora, Dr José Luis Prieto, Dr Pierre Peric, Jean-Baptiste Samzimpoura. Victime: Zenaba Bassou Ngolo, Mariam Hassan Bagheri, Garba Akhay, Mahamad Suleiman Bani, Daboubou Gagolmou, Mahamad Nour Daji, Marabi Toujibeji, Ousmane Moussa, Dungus Batil, Issa Tom, Ibet Mahamad Saleh, Service Brahim, Awada Gederke Ali, Djede Kourtou Gamar, Fatime Toumle, Abakar Adoum, Tcha Adam Noua, Nassour Kaltouma Suleiman, Zakaria Fadoul Kitir, Fatime Hassan, Mariam Ahmed Jamil, Madina Fadoul Kitir, Oumar Debi Itno, Mahamad Dagash, Fatime Hashim Saleh, Suleiman Abdoulaye Taher, Hissène Robert Gambier, Haj Anda Ali Bouy, Yaya Adam, Oumar Gouja, Mahamad Khadir Tahir Ibrahim, Ibrahim Kossi Abakar, Touka Sori Adoum, Haj Mahajire Ismail Sheibo, Alanaf Ali, Amina Amit, Alimata Omar Ahmad, Mariam Mahamad Brahim, Hawa Brahim alias Mardi, Haj Merami Ali, Khadija Hassan Zidane, Bib Larouche, Fatime Sakin, Manjere Antoinette, Mandekor Mariam Kamdoul, Mala Ngabouli, Alifa Ngabay Sam, Adji Macho Jamai, Jadi Maji Kotre, Rahadoum Tamassoum Di Allahotum, Ngamaji Jedanoum, Tolna Abel, Nahojingar Romhigar, Mbay Souroum Manda René, Kal Assoum Nandre, Jimingay Halta, Ngemaji Klengar, Neldi Wamorangar, Maja Dumbay René, Samdi Ousmane, Hélène Ba, Jimragar Naljim, Weidou Munjira Jérémy, Gali Ngata Ngote, Lakoubou Mbaïna Sem, Younous Mahajir, Doumassem Gardigiro Josier, Boukar Aldoumgar Mbaïje, Rahama Dingambay, Gaggi Bati Romain, Zeneba Sile Borgoto, Ginette Ngarbay, Abdourahman Gueye, Sata Gaye, Joël Kaineng Abdoulaye, Clément Dohot Abay Fouta, Souleymane Gengeng, Béchir Bichara Dagachen, Mianbay Djetoldia Dakoy, Mahamad Idriss Adafia, Adam Hassabala Kedelay, Mahamad Ahmad Abbas, Girona Atomgak Thomas, Job Manga, Ousmane Abakar, Idriss Abdoulaye, Bishara Djibril Ahmad, Ali Jarat, Ngar Hamnoji Doumand, Izzadine Mahamad Haroun, Doma Roya Makai, Noradine Adoum, Naïb Dalou, Choukou Sougui Issa, Sougui Anar Brahim et Mahamad Oumar Bourma. Bien. Je demande du silence dans la salle. Je demande du silence dans la salle. Au risque de faire l'objet d'une expulsion.
Bien, maître, est-ce que vous pouvez donner lecture de l'ordonnance de non-lieu partiel de mise en accusation et de renvoi devant la chambre extraordinaire de M. Hissène Habré? Voilà. Ordonnance de non-lieu partiel de mise en accusation et de renvoi devant la Chambre africaine extraordinaire d'assises. Nous, Jean Kandé, Souleymane Teliko, Absatouli Diallo, Abdul Aziz Diallo, juge à la Chambre africaine extraordinaire d'instruction au sein des juridictions sénégalaises, vit l'information suivie contre un Hissène Habré, né en 1942 à Faya-Largeau, de Habré Michilami et de Corée du Bila, de nationalité tchadienne, juriste, administrateur civil, domicilié à Dakar au quartier Wakam, BP 10364, inculpé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture, détenu suivant mandat de dépôt du 2 juillet 2013. 2. Saleh Younous, né le 1er janvier 1949 à Faya, Bet, de Younous Ali et de Salma Issa, nationalité tchadienne, administrateur des PTT, domicilié à Djambalbar, N'Djamena, visé pour crimes contre l'humanité et torture, mandat d'arrêt international du 11 octobre 2013. 3. Guigny Corée, né vers 1959 à Korotoro, Bet, République du Tchad, de Corée Yayami et de Haché Bougoudo, nationalité tchadienne, adresse N'Djamena, quartier Béguinage, militaire chef de bataillon infanterie, visé pour crimes contre l'humanité et torture. Mandat d'arrêt international du 5 juillet 2013. 4. Abakar Torbo Rahama, né en 1951 à Faya-Largeau, de Torbo Rahama et de Doy Kougido, agent pénitentiaire, marié, 2 femmes, père de 6 enfants, domicilié à N'Djamena, quartier Clémat, militaire, visé pour crimes contre l'humanité et torture. Mandat d'arrêt international du 5 juillet 2013. 5. Mahamad Djibril, dit El Djonto, né vers 1950 à N'Djamena, marié, de Djibril Liman et de Zara Abakar, père de 8 enfants, de nationalité tchadienne, domicilié à Ambassadna, N'Djamena, commissaire divisionnaire de police, visé pour crimes contre l'humanité et torture, mandat d'arrêt international du 11 octobre 2013. 6. Zakaria Berdé, né le 1er janvier 1948 à Archel, Fada, de Berdé Targoui et de Akayo Gallimado, de nationalité tchadienne, retraité, domicilié à N'Djamena, quartier Goudji, visé pour crimes contre l'humanité et torture, mandat d'arrêt international du 11 octobre 2013. Fait prévu et réprimé par les articles 3, 4, 6, 7, 8, 23 et 24 du statut des chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises, vu les dispositions de l'article 16 du statut des chambres africaines extraordinaires, vu les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale du Sénégal, vu notre ordonnance de soit communiquée en date du 5 janvier 2015, prise sur le fondement de l'article 169 du Code de procédure pénale du Sénégal, vu le réquisitoire définitif de Monsieur le procureur général près les chambres africaines extraordinaires aux fins de mise en accusation et de renvoi de Hissène Habré devant la Chambre africaine extraordinaire d'assises en date du 6 février 2015, attendu qu'il résulte de l'information les faits suivants. Titre 1, Introduction. Chapitre 1, Création des chambres africaines extraordinaires. Le 22 août 2012, un accord portant création des chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises a été signé entre l'Union africaine et la République du Sénégal aux fins de juger les principaux responsables des crimes et violations graves du droit international commis au Tchad entre la période du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990.
Cet accord tire sa source dans les résolutions Doc Assembly /AU/A3/VID et Doc Assembly /AU/DEC/40, adoptées par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, respectivement le 2 juillet 2006 à Banjul et le 31 janvier 2012 à Addis Abeba. Les chambres africaines ont été intégrées dans l'ordre juridique sénégalais à la suite de la loi 2012-29 du 28 décembre 2012, modifiant l'article 1er de la loi 84-20 du 2 février 1984 fixant l'organisation judiciaire. Chapitre 2. Compétences. La compétence des chambres africaines extraordinaires est fondée sur les dispositions des articles 3, 4 et 10 du statut des chambres africaines extraordinaires. Ces dispositions permettent de faire ressortir les différents aspects de cette compétence du point de vue matériel, personnel, territorial et temporel. Section 2. Compétences rationnées matérielles. Les chambres africaines ne peuvent connaître que des infractions visées par leur statut. Ces infractions sont énumérées par l'article 4 du statut qui dispose que les chambres africaines extraordinaires ont compétence à l'égard des crimes suivants: le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, la torture. Section 2. Compétences rationnées personnelles. Comme le prévoit l'article 10 de leur statut, les chambres africaines extraordinaires ne sont compétentes qu'à l'égard des personnes physiques. Section 3. Compétences rationnées temporis. L'article 3 du statut des chambres africaines extraordinaires dispose que les chambres africaines extraordinaires sont habilitées à poursuivre et juger le ou les principaux responsables des crimes et violations graves du droit international, de la coutume internationale et des conventions internationales ratifiées par le Tchad, commis sur le territoire tchadien durant la période allant du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990. Ainsi, la compétence des chambres africaines extraordinaires se limite aux infractions commises durant la période comprise entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990. Section 4. Compétences rationnelles aussi. Au terme de l'article 3 précité, les chambres africaines extraordinaires ont compétence pour juger les crimes commis sur le territoire tchadien durant la période allant du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990. Cependant, aucune disposition de leur statut ne confère aux chambres africaines extraordinaires compétence pour accomplir directement des actes d'instruction, entre parenthèses, audition, transport, perquisition, etc., en dehors du territoire sénégalais. Pour cette raison, la Chambre d'instruction estime que conformément au principe de la territorialité, la compétence des chambres africaines extraordinaires se limite au cadre territorial du Sénégal, à l'instar des autres juridictions sénégalaises dans lesquelles elles sont intégrées. Pour les besoins de l'instruction qui a été menée en partie au Tchad, la Chambre a ainsi été amenée à solliciter les juges et autorités judiciaires du Tchad par le biais des commissions rogatoires internationales. Chapitre 3. Droit applicable. Au terme de l'article 16, les chambres africaines extraordinaires appliquent principalement le statut et, en cas de silence de celui-ci, la loi sénégalaise. Section 1. Le statut des chambres africaines extraordinaires. En application des dispositions des articles 3, 4 et 25 de leur statut, les chambres africaines extraordinaires doivent se fonder sur le droit international tel qu'il résulte de ses sources coutumières ou conventionnelles. Il convient de rappeler qu'en vertu du principe de la légalité, la norme appliquée doit avoir été en vigueur à l'époque de la commission des faits. Autrement dit, un acte ne peut faire l'objet de poursuites que s'il entre dans l'une des catégories d'infractions visées par l'article 4 du statut précité et si, au moment de sa commission, la disposition juridique qui l'incrimine était en vigueur au Tchad. Section 2.
le droit international conventionnel. En application des règles du droit international conventionnel, les conventions internationales ne peuvent fonder des poursuites en l'espèce que si elles ont été ratifiées par le Tchad avant le 7 juin 1982. Tel est le cas des conventions de Genève que le Tchad a ratifiées le 5 août 1970. Par contre, les protocoles additionnels 1 et 2 qui ont été ratifiés par le Tchad le 17 janvier 1997 n'y étaient pas en vigueur au moment des faits. Mais cette lacune peut être comblée par l'existence des normes coutumières. Section 3. Le droit international coutumier. La coutume, définie comme la preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit, occupe une place très importante en droit international. De nombreuses normes consacrées par les conventions et traités internationaux ne sont en effet que la reprise au plan formel du droit coutumier. En l'espèce, les chambres africaines extraordinaires seront fondées à appliquer toute norme reconnue comme faisant partie du droit coutumier avant le 7 juin 1982. Ainsi, l'absence de ratification d'une convention ne conduit pas nécessairement à sa mise à l'écart si, à l'époque de la commission des faits, la norme qu'elle vise faisait déjà partie du droit international coutumier. Section 4. La loi sénégalaise. En cas de silence du statut, l'article 16 prévoit que les chambres africaines extraordinaires devront appliquer le droit positif sénégalais. Section 5. Notion de charge suffisante. Le statut n'ayant rien prévu au sujet de ces règles d'appréciation, il faudra, conformément aux dispositions de l'article 16 du statut, se référer à la loi sénégalaise. Au terme de l'article 171 du Code de procédure pénale du Sénégal, le juge d'instruction doit, à la fin de l'information, examiner s'il existe contre l'inculpé des charges constitutives d'infraction. La loi sénégalaise ne définit pas la notion de charge suffisante, mais il est de jurisprudence constante que si, au stade de l'instruction, il n'est pas nécessaire de réunir des preuves propres à conférer la certitude quant à la culpabilité, il faut toutefois plus que de simples indices ou soupçons pour renvoyer une personne en jugement. À ce stade de la procédure, il s'agit donc d'apprécier la force probante des charges réunies et, le cas échéant, de renvoyer en jugement les personnes contre qui il existe des charges suffisamment sérieuses pour conclure à une probable culpabilité. Cette démarche est conforme à l'appréciation que les juridictions internationales font du niveau de preuve requis au stade de l'audience de confirmation de charge. En effet, dans sa décision sur l'affaire Thomas Lubanga, la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a précisé que la notion de motif substantiel de croire, indiquée à l'article 61.7 de son statut, oblige l'accusation à apporter des éléments de preuve concrets et tangibles, montrant une direction claire dans le raisonnement, supportant ces allégations spécifiques. La Chambre rappelle que la règle de la liberté des preuves, consacrée par l'article 414 du Code de procédure pénale du Sénégal, est applicable devant la juridiction d'instruction. Ainsi, pour l'appréciation du caractère suffisant des charges, la Chambre examinera tout mode de preuve légalement admissible, notamment les témoignages, les écrits, y compris les articles de journaux et les archives de la DDS. Section 6. Règles sur le cumul. Compte tenu de la prise en compte de certains faits au titre de plusieurs infractions visées dans la présente procédure, la Chambre juge opportun de rappeler la règle applicable en matière de cumul, telle que consacrée par le droit international coutumier, tant en matière de qualification qu'en matière de forme de responsabilité. En matière de qualification, dans l'affaire Célébici, la Chambre d'appel du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, TPIY, a systématisé cette règle en ces termes. Un tel cumul n'est possible que si chacune des infractions comporte un élément nettement distinct qui fait défaut dans l'autre. Un élément est nettement distinct
s'il exige la preuve d'un fait que n'exigent pas les autres. Lorsque ce critère n'est pas rempli, la Chambre doit décider de quelle infraction elle déclarera l'accusé coupable. Elle doit le faire en partant du principe qu'elle doit se fonder sur la disposition la plus spécifique. Ainsi, si un ensemble de faits est régi par deux dispositions dont l'une comporte un élément supplémentaire nettement distinct, la Chambre se fondera uniquement sur cette dernière disposition pour déclarer l'accusé coupable. La Chambre précise que cette règle est applicable à toutes les étapes de la procédure, y compris au stade de l'instruction, comme l'a d'ailleurs rappelé la CPI dans l'affaire Jean-Pierre Bemba. En application de cette règle, un même fait pourra ainsi être retenu au titre de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, car chacune de ces infractions comporte un élément distinct, à savoir l'attaque dirigée contre la population civile pour le crime contre l'humanité et le conflit armé pour le crime de guerre. En matière de forme de responsabilité, la participation à la commission d'une infraction peut revêtir plusieurs formes. Il peut s'agir notamment de participation en qualité de supérieur hiérarchique, participation en tant qu'auteur individuel, participation en tant que co-auteur, participation en tant que complice. Il est de règle que la responsabilité en qualité de supérieur hiérarchique ne peut être cumulée avec l'une quelconque des autres formes de responsabilité. Comme l'a si bien indiqué le TPIY dans l'affaire Thomas Blastitch, il serait illogique de tenir un commandant pour pénalement responsable d'avoir planifié, instigé ou ordonné la perpétration de crimes et simultanément de lui reprocher de ne pas les avoir empêchés ou sanctionnés. Dans la même affaire, la Chambre d'appel a confirmé cette règle de non-cumul en des termes tout aussi clairs, en soutenant que déclarer un accusé responsable en qualité de supérieur hiérarchique et en qualité d'auteur constitue une erreur de droit de nature à invalider le jugement. Chapitre 4. Rappel de la procédure. Section 1. Les étapes de la procédure. Dans la présente affaire, les principales étapes de la procédure ont été les suivantes. Le 2 juillet 2013, le procureur général près les chambres africaines extraordinaires a saisi la Chambre africaine extraordinaire d'instruction d'un réquisitoire introductif aux fins d'inculpation de Hissène Habré, Saleh Younous, Mahamad Djibril Di El Djonto, Guigui Corée, Abakar Torbo Rahama et Zakaria Berdé pour des crimes commis au Tchad dans la période allant du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990. Le même jour, la Chambre d'instruction a procédé à l'inculpation de Hissène Habré pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et a ordonné son placement en détention provisoire. Le 5 juillet 2013, la Chambre a décerné des mandats d'arrêt internationaux contre les nommés Guigui Corée et Abakar Torbo Rahama. Le 11 octobre 2013, la Chambre a décerné des mandats d'arrêt internationaux contre les nommés Saleh Younous, Zakaria Berdé et Mahamad Djibril Di El Djonto. Le 1er décembre 2013, le directeur de la police judiciaire a transmis à la Chambre d'instruction un procès-verbal duquel il résulte que les mandats d'arrêt internationaux n'ont pu être exécutés. Le 31 décembre 2015, le greffier de la Chambre a donné au Conseil des parties avis de clôture de l'information, conformément aux dispositions de l'article 169 du Code de procédure pénale. Le 5 janvier 2015, la Chambre d'instruction a transmis le dossier de la procédure au ministère public aux fins de règlement définitif. Le 6 février 2015, le ministère public a fait parvenir à la Chambre son réquisitoire définitif. Section 2. Les principaux actes de la procédure. Dans le cadre de l'instruction, la Chambre a eu à procéder aux principaux actes suivants. Commission rogatoire internationale. Commission rogatoire internationale du 25 juillet 2013, exécutée au Tchad.
Commission rogatoire internationale du 21 octobre 2013 exécutée au Tchad. Commission rogatoire internationale du 11 octobre 2013 exécutée en France. Commission rogatoire internationale du 6 février 2014 exécutée au Tchad. Commission rogatoire du 25 avril 2014 exécutée au Tchad. Commission rogatoire internationale du 15 juillet 2014 par laquelle la Chambre d'instruction a demandé l'audition de certains témoins, dont Goukouni Wede. Cette commission rogatoire internationale n'a pas été exécutée par l'État du Tchad au motif que les intéressés ne souhaitaient pas s'exprimer dans le cadre de ce dossier. Commission rogatoire internationale du 3 octobre 2014 par laquelle la Chambre d'instruction a sollicité l'inculpation de Saleh Younous et de Mohamed Djibril dit El Djonto au Tchad. Cette commission rogatoire internationale n'a pas non plus été exécutée, l'État du Tchad ayant estimé par la voie de son autorité judiciaire que les deux concernés ont déjà été inculpés par le juge tchadien en charge du dossier après et ses complices. Ordonnance d'expertise portant sur le contexte historique et politique du Tchad, l'anthropologie médico-légale, l'organisation militaire des forces armées nationales du Tchad, FANT, l'analyse statistique du taux de mortalité dans les prisons du Tchad, l'analyse balistique, l'expertise en écriture, l'analyse technique des données contenues dans les équipements informatiques saisis au domicile de Hissène-Habré, des prorogations de délai de mission d'expertise, la substitution d'experts. Autre ordonnance portant délivrance d'une copie de la procédure au conseil de l'inculpé, portant mesures conservatoires sur les biens de l'inculpé, portant enquête de personnalité sur Hissène-Habré, ordonnance portant irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'État du Tchad, ordonnance de refus de désignation d'un expert, ordonnance de rejet d'une demande d'audition de témoins et d'enquête sur les biens de l'inculpé, ordonnance de restitution partielle des scellés, ordonnance portant autorisation de transport de scellés. Pour les délégations judiciaires, délégation judiciaire à la police judiciaire DPJ aux fins d'identification des biens de l'inculpé, Hissène-Habré, délégation judiciaire à la DPJ aux fins de perquisition saisie au domicile de l'inculpé, Hissène-Habré. Pour les auditions, interrogatoire de l'inculpé, à la suite de l'inculpation effectuée le 2 juillet 2013, la Chambre d'instruction a tenu 6 audiences d'interrogatoire sur le fond et 2 autres audiences de confrontation avec des parties civiles. Audition de parties civiles et de témoins, audition effectuée au siège des chambres africaines extraordinaires. La Chambre a procédé à l'audition de 8 parties civiles et de 4 témoins. Audition effectuée au Tchad. Au cours des 4 commissions rogatoires internationales exécutées au Tchad, plus de 2500 personnes ont été entendues en qualité de parties civiles et de témoins. La plus grande partie de ces auditions a été effectuée par les OPJ tchadiens sur subdélégation du doyen des juges du tribunal de grande instance de N'Djamena, avec l'assistance des OPJ sénégalais. Les autres auditions ont été effectuées par les juges tchadiens avec l'assistance des magistrats sénégalais. Titre 2. Contexte général des faits. Chapitre 1. Présentation générale du Tchad. À l'image de la plupart des pays africains, le Tchad résulte du découpage colonial. Sa configuration actuelle porte l'empreinte de la conférence de Berlin de 1885, au cours de laquelle le sort du continent africain a été scellé par les puissances coloniales. Le Tchad présente la double particularité d'être un pays pluriethnique et multiconfessionnel. Le fleuve Chari constitue en effet la limite naturelle séparant les populations sahéliennes et musulmanes du Nord de celles soudanaises, chrétiennes ou animistes du Sud. C'est un pays qui se distingue par des réalités géographiques et socio-économiques qui ont contribué pour une grande partie à tracer le cours de son histoire récente. Section 1. Aspect géographique. L'État du Tchad s'étend sur une superficie de 1 284 000 km². Plus de 2000 km séparent la pointe septentrionale, Aouzou, de la pointe du sud, Mbaye-Moukoum. Il en est presque de même d'est en ouest. Ses principaux voisins sont au nord la Libye, au sud la RCA et le Cameroun, à l'est le Soudan
à l'ouest le Niger et le Nigeria. En termes de superficie, le Tchad est le 5e pays d'Afrique après l'Algérie, 2 381 471 km. La République démocratique du Congo qui fait 2 345 409 km², le Soudan 1 885 068 km² et la Libye 1 759 540 km². Le paysage du Tchad est composé de 3 régions naturelles. Une zone saharienne ou désertique, une zone sahélienne et une zone soudanaise. A. La zone saharienne est désertique. Elle se réduit presque exclusivement à la préfecture du Borko-Enedi-Tibesti, avec ses 600 000 km². Cette zone, qui constitue la moitié de la superficie du Tchad, est aride, sans réelle couverture végétale et presque sans pluie. En résumé, il s'agit d'un univers désertique où l'activité principale des habitants des Toubou reste l'élevage. B. La zone sahélienne. C'est le pays central tchadien. Elle englobe plusieurs préfectures. Le Kanem, le Lac, le Chari, Bagirmi, le Wadaï, le Guéra, le Biltim et le Bata. C'est la zone soudanaise. Cette partie du territoire la plus arrosée du Tchad est parcourue par les fleuves Chari et Logon. Elle recouvre 5 préfectures, le moyen Chari, les 2 Logon, le Salamat et la Tandjilé. Section 2. Aspects socio-économiques et ethniques. Aux disparités d'ordre naturel qui caractérisent le Tchad est venue s'ajouter une politique discriminatoire du colonisateur français qui s'est révélée synonyme de fracture sociale et économique. A. Aspect socio-économique. Le colonisateur a très tôt porté une attention soutenue sur le coton au point d'en faire l'activité principale dans les 5 préfectures considérées comme étant le Tchad utile, à savoir le Mayo-Kébi, le Moyen Chari, les 2 Logon et la Tangilé. Le développement de la culture du coton dans cette partie du pays a permis d'améliorer notamment le niveau de vie des populations du Sud, ce qui a entraîné chez les populations nordistes un sentiment de frustration porteur des germes d'une division qui sera non seulement économique et culturelle, mais aussi politique. Par ailleurs, dans le cadre de l'exercice de ces activités économiques, le colonisateur avait fait le choix de favoriser l'éducation à langue française dans les régions du Sud. Au même moment, les populations du Nord rejetaient sans ménagement l'éducation occidentale, qu'elles considéraient comme un vecteur de valeurs étrangères corruptrices. Ainsi, à l'avènement de l'indépendance où il fallait mettre en place une nouvelle administration publique, la maîtrise de la langue française est apparue comme un avantage pour les élites sudistes. Celles-ci vont en profiter pour contrôler l'appareil d'État. B. Disparité ethnique. L'ethnie a toujours occupé une place importante dans la société tchadienne au point que l'identification à une ethnie prend souvent le pas sur le sentiment d'appartenance nationale. C'est précisément ce réflexe identitaire qui, semble-t-il, conjugué à la politique discriminatoire de l'État, a conduit à forger une culture de rejet de l'autre et à rendre particulièrement difficile l'édification d'une véritable nation au sens de commun vouloir de vie commune. Les 2 tableaux illustratifs suivants permettent de se faire une idée de la répartition géographique de 2 des groupes ethniques qui ont été au cœur de l'histoire du Tchad entre 1982 et 1990, à savoir les Hadjeraï et les Agawa. Voir carte à la page 13, carte administrative du Tchad. C. Héritage historique. Le 11 août 1960, le Tchad accède à l'indépendance nationale sous la direction du président François Tombalbaye, un sudiste d'ethnie Sara qui s'est aussitôt évertué à consolider son pouvoir. C'est dans cette optique que par ordonnance en date du 20 janvier 1962, il a mis fin au multipartisme et instauré le monopartisme en faisant de sa formation politique le Parti progressiste tchadien, PTT, le seul parti politique légalement autorisé. En septembre 1963, la suite de manifestations publiques organisées par des élites du Nord, des chefs de partis politiques et des personnalités politiques musulmanes pour protester contre la personnalisation du pouvoir, le président Tombalbaye en fait arrêter un grand nombre. La relative stabilité qui s'en est suivie sera interrompue le 22 juin 1966 lorsque vit le jour à Niala, au Soudan, un mouvement de résistance armée dénommé le Front de Libération Nationale du Tchad, Frolina. La rébellion armée entamée par ce mouvement va gagner du terrain malgré la mort de son fondateur Ibrahim Abacha en 1968. Prenant la mesure du danger qui guette son régime, François Tombalbaye fait appel à l'armée française en application des accords de défense signés entre le Tchad et la France en 1960. Devant le regain d'intérêt suscité par cette rébellion, fortement soutenue par les populations nordistes et dans le souci de contrer un tel élan de sympathie, le président Tombalbaye va mettre en place une nouvelle politique d'authenticité nationale. Cette politique, au relent régionaliste, fondée sur la mise en valeur des coutumes ancestrales des populations sudistes, va annuler les efforts d'intégration nationale et précipiter la chute du régime. En effet, le 13 avril 1975, une junte militaire dénommée Conseil supérieur militaire, composée du général Félix Malouf et de 9 officiers
réalise un putsch au cours duquel le président Tombolbaye est renversé et tué. Ce coup d'État marquera le début d'une instabilité chronique de l'État du Tchad jusqu'à l'avènement de Hissène Habré en 1982. Chapitre 2. Le Tchad sous Hissène Habré, 1982-1990. Section 1. Circonstances de l'accession au pouvoir de Hissène Habré. En 1971, Hissène Habré, un fonctionnaire qui a eu à occuper de hauts postes de responsabilité dans l'administration tchadienne, revient dans son pays à l'issue d'un second séjour d'études en France. Ce retour au bercail coïncide avec le lancement d'une politique nationale de réconciliation initiée par le président Tombalbaye. C'est sur cette lancée que ce dernier va charger Hissène Habré d'une mission en Libye, auprès du chef coutumier du Toubou, le Derdey Wedey Kochidemi, par ailleurs père du rebelle Goukouni. Une fois arrivé à Tripoli où est établi le bureau politique du Frolina, il s'allie au secrétaire général de ce mouvement, le Toutar Abba Sidik. Mais la cohabitation entre Habré et Sidik va très vite tourner court. Hissène Habré s'unit avec Goukouni Wedey dans le cadre d'une fronde menée contre Abba Sidik. L'action se solde par un échec. Le 25 avril 1972, dans la localité Goumour, le duo Habré-Wedey, qui avait quitté la Libye pour retrouver les combattants sur le terrain au Tibesti, suite au fiasco de la fronde anti-sidique, va créer le Conseil de commandement des forces armées du Nord, CCFAN. Hissène Habré est porté à la tête de ce mouvement, dont il finira par faire la tête de proue de la lutte contre le régime de Tombalbaye. Le 21 avril 1974, un commando des FAN, dirigé par Hissène Habré, prend en otage 3 Européens, un médecin allemand, un médecin allemand Christophe Stauen, une archéologue française Françoise Claustre et un mécanicien français Marc Combe. Grâce à cette prise d'otage qui s'est révélée être une véritable opération de communication, Hissène Habré a réussi à atteindre 2 objectifs. Sortir de l'anonymat, se donner par le biais des rançons versées les moyens de s'équiper pour les besoins de la lutte armée. La collaboration entre Hissène Habré et Goukouni Wedey ne va pas longtemps résister à leurs divergences d'ordre personnel et tribal. Finalement, le 18 octobre 1976, Goukouni Wedey prononce l'exclusion de Hissène Habré du CCFAN et se rapproche de la Libye. En 1977, Félix Malou, dans le but de contenir les troupes de Goukouni Wedey, qui avaient repris leurs offensives, fait appel à Hissène Habré qui sera nommé Premier ministre le 29 août 1978. Le gouvernement d'Union nationale de transition GUNT, formé le 31 août 1978, sera très tôt secoué par des dissensions intervenues sur fond de clivages ethniques et religieux. Dès le mois de février de l'année 1979, ces divergences vont déboucher sur une guerre civile opposant les troupes loyalistes du président Maloum à celles restées fidèles à Hissène Habré. En mars 1979, les hostilités prennent fin avec la démission de leur fonction des 2 ténors. Pour autant, pendant 6 mois, le pays connaît une période d'instabilité. En août 1979, sous l'égide de l'Organisation de l'Unité africaine, un nouveau gouvernement d'Union nationale de transition est formé à la suite de la conférence de réconciliation tenue à Lagos entre le 14 et le 21 août 1979. Goukouni Wedey et Hissène Habré se retrouvent à la tête de ce gouvernement, respectivement comme président et comme premier ministre. Cet attelage gouvernemental va, hélas, dans les mois suivants, démontrer ses limites et déboucher sur une confrontation armée qui, une fois de plus, plonge le pays dans une période d'affrontement communément appelée la guerre des 9 mois. En effet, le 21 mars 1980, Hissène Habré déclenche une offensive contre les autres forces membres du GUNT. Sa tentative de prendre le pouvoir par la force échoue du fait de l'intervention massive de l'armée libyenne appelée à la rescousse par ses ennemis. Le 15 décembre 1980, Hissène Habré se replie avec ses forces vers l'est du pays, à la frontière entre le Tchad et le Soudan, ce qui passe aux yeux de tout le monde pour une défaite n'est en réalité qu'une manœuvre tactique. Dans sa nouvelle zone d'implantation, Hissène Habré procède à de nouveaux recrutements d'hommes, à la réorganisation et à l'équipement de ses troupes avec l'aide de ses soutiens extérieurs. Le 10 novembre 1981, dans un contexte rendu favorable à la fois par le retrait des forces libyennes dont l'aide avait été sollicitée par le GUNT et aussi par les divisions internes qui avaient miné ce même exécutif transitoire, Hissène Habré se lance à la conquête du pouvoir. Le 7 juin 1982, à l'issue de près d'une année de combat entre les forces du GUNT et en dépit du déploiement par l'OUA sur le terrain d'une force neutre dénommée Force d'interposition africaine, Hissène Habré parvient à chasser Goukouni Wedey du pouvoir et s'installe à sa place pour une durée de 8 années, soit jusqu'au 1er décembre 1990. Section 2. Contexte de l'exercice du pouvoir. A. Contexte politique, monopartisme et centralisation du pouvoir. Le règne de Hissène Habré à la tête du Tchad est marqué essentiellement par une situation permanente de conflits armés, un découpage administratif particulier et un contexte politique de monopartisme. 2 années après sa prise du pouvoir, Hissène Habré prend des mesures qui contribuent à restreindre les libertés publiques et l'expression démocratique.
C'est ainsi que le 22 juin 1984, Hissène Habré décide de dissoudre le CCFAN, mouvement politico-militaire qu'il a porté au pouvoir et créé l'Union nationale pour l'indépendance et la révolution, UNIR, dont il devient le leader. Du coup, le parti se confondant avec l'État, le président concentre de fait tous les pouvoirs entre ses mains. Selon un témoin entendu par la Chambre d'instruction, le Conseil national consultatif, qui tenait lieu d'Assemblée nationale, ne faisait qu'entériner les décisions du président de la République, Hissène Habré, ce qui veut dire que le président détenait tous les pouvoirs. Avec l'instauration du monopartisme, considéré par Hissène Habré comme la seule voie de salut pour le Tchad, les autres formations politiques n'ont plus le droit de citer. À cet égard, il déclarait en 1986 ceci: ouvrir la voie au parti pour le Tchad, c'est ouvrir la porte aux divisions, aux palabres, aux luttes tribales ou régionales, et cela dans un pays fragile comme le nôtre signifierait désordre, division et sûrement guerre. Quel Tchadien souhaiterait une telle perspective? Aucun. Le souci de garantir la cohésion sociale a été la principale justification officielle de l'instauration du parti unique. Toutefois, les éléments du dossier laissent apparaître que le régime de N'Djamena en a aussi profité pour appliquer une politique de discrimination et de terreur à l'égard de tous ceux qui refusaient d'adhérer à l'UNIR et qui étaient du coup considérés comme des ennemis. Ainsi, la détention de la carte du parti unique, l'UNIR, était la preuve, entre guillemets, que l'on n'est plus du côté de l'ennemi et la condition sine qua non pour obtenir un poste. Ceux qui étaient catalogués ennemis du régime pouvaient être arrêtés à tout moment, soit au Tchad, soit même à l'étranger, par le biais de la mission terroriste. Une structure spécialement chargée de faire la chasse aux opposants à l'extérieur, notamment dans les pays limitrophes et en Afrique de l'Ouest, où vivent de fortes colonies de réfugiés tchadiens. Cette situation était régulièrement dénoncée par l'opposition extérieure, comme le montre une lettre ouverte adressée à Hissène Habré, dans laquelle le Rassemblement des nationalistes tchadiens soutenait que il n'existe pas une seule personnalité tchadienne sur le sol national qui ne soit pas membre de l'UNIR, seul parti politique imposé à tout un peuple. B. Cadre administratif. Entre 1982 et 1990, le Tchad était divisé administrativement en 14 préfectures et 54 sous-préfectures, comme le montre le tableau ci-dessus. Voir tableau à la page 18. Dans le fonctionnement quotidien de cette structure administrative, les rapports, fiches et notes des chefs de canton destinés à la présidence passent par des sous-préfets et préfets qui en assurent la transmission. C. Contexte militaire. 1. Organisation militaire. Base juridique des FANT. Comme l'a indiqué l'expert militaire dans son rapport, c'est l'acte fondamental promulgué le 29 septembre 1982 par le Conseil de commandement des forces armées du Nord, présidé par Hissène Habré, qui a jeté les bases de l'armée nationale au Tchad. L'acte constitutif des FANT sera ensuite signé par Hissène Habré le 30 décembre 1962 à travers l'ordonnance numéro 001/PR/MDNA-CV/82 portant création et organisation des forces armées nationales tchadiennes. Organisation et structure des FANT. Au terme de l'article 9 de l'ordonnance précitée, le chef de l'État et chef suprême des armées, sous l'autorité du chef suprême des armées, chef de l'État, le ministre de la Défense nationale, les anciens combattants et victimes de guerre est responsable de l'exécution de la politique militaire, en particulier de l'organisation, de la gestion et de la mobilisation des forces armées. Il ressort des textes précités que les FANT sont organisés de la manière suivante: l'armée de terre, l'armée de l'air, la police militaire, les services interarmés. Le schéma suivant que l'expert militaire a établi dans son rapport rend compte des détails de cette structure des FANT. Voir schéma à la page 19. 2. Les conflits armés. L'une des caractéristiques du passage de Hissène Habré aux commandes du Tchad se trouve être la permanence des conflits armés auxquels son régime a été confronté tant au nord qu'au sud du pays. Conflits armés au nord. Dès son arrivée au pouvoir en 1982, Hissène Habré a eu à faire face dans la partie septentrionale du Tchad à un conflit armé de grande envergure qui s'est déroulé sur 2 périodes distinctes. La première phase de ce conflit armé a démarré en 1983 et a mis aux prises l'armée nationale tchadienne, les FANT, aux troupes du Gulf, soutenues par la Libye. La seconde période du conflit, précédée d'une année d'accalmie, a eu lieu en 1986. Elle va opposer les mêmes protagonistes avec toutefois une nouveauté de taille que constituent les soutiens multiformes apportés aux FANT par la France et les États-Unis aux FANT. À partir de 1987, le conflit finira par changer de nature et opposera le Tchad, toutes tendances confondues, à l'exception des forces du CDR à la Libye. Conflit armé du Sud. Au lendemain des accords ayant sanctionné la fin de la guerre civile de 1979, la gestion du sud du Tchad, où s'étaient repliées les forces armées du Tchad FANT,
a été prise en main par le comité permanent, une structure dirigée par le colonel Kamouké. Après le 7 juin 1982, sur la lancée de leur succès, les nouveaux maîtres de N'Djamena partent à l'assaut des préfectures méridionales qui, depuis 3 ans, vivaient dans une quasi-autonomie par rapport au pouvoir central de N'Djamena. Cette action menée par les FAN va semer les germes de nouveaux conflits armés. À propos de ce conflit, l'expert Arnaud Dingamadji soutient que 3 mois après son accession au pouvoir, Hissène Habré décide d'étendre l'autorité de son gouvernement sur les préfectures qui sont sous le contrôle du comité permanent. Cette entreprise dite de planification ne se fera pas sans heurts. Les arrestations, pillages et excès en tout genre commis par les militaires vont pousser les populations civiles du sud du Tchad à prendre soit le chemin de l'exil, soit celui de la révolte armée. C'est le début de la rébellion du CODOS, qui va durer 4 années, de 1983 à 1987, avec une alternance de périodes d'accalmie et de périodes de vive tension. Titre 3. Exposé des faits. Chapitre 1. Organisation institutionnelle de la répression. À son arrivée au pouvoir, Hissène Habré s'est fixé plusieurs objectifs. Pacifier le Sud en proie à une révolte armée, mener la lutte contre le Gounth sur le front nord, faire face à l'opposition tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Pour parvenir à ces fins, il a mis en place plusieurs structures dont la direction de la documentation et de la sécurité, entre parenthèses DDS, censée s'occuper de la sécurité intérieure et extérieure du pays, mais qui va vite être transformée en un instrument de terreur, s'illustrant par des arrestations massives, des détentions en dehors de tout contrôle de l'autorité judiciaire, la traque, l'enlèvement, voire la liquidation physique des opposants à l'étranger. Divers bâtiments ont été ainsi érigés en centres de détention pour accueillir les personnes arrêtées par la DDS et les autres organes de répression. Section 1. Mise en place d'un appareil de répression, la direction de la documentation et de la sécurité et les organes secondaires. Après sa prise du pouvoir, Hissène Habré a mis en place des structures de renseignement et de répression, ciblant toute personne considérée comme ennemie du régime. L'organe principal de ces structures est la direction de la documentation et de la sécurité. Elle est aidée dans ses tâches par des organes secondaires, souvent pourvoyeurs de renseignements. Il s'agit des renseignements généraux relevant de la sécurité nationale, de la sécurité présidentielle, SP, du service d'investigation présidentielle, SIP, de la brigade spéciale d'intervention rapide, BESIR, et de l'Union nationale pour l'indépendance et la révolution, l'UNIR. Grand A, la DDS, organe principal de la répression. La DDS, créée par le décret présidentiel numéro 5/PR du 26 janvier 1983, est directement rattachée à la présidence de la République. C'est substitué au service documentation et de renseignement, SDR, une structure administrative rattachée à la direction de la Sûreté nationale. Il résulte de l'article 3 de ce même texte que la compétence de la DDS couvre la République du Tchad et l'étranger. Elle a été mise en place dans un contexte de défi pour assurer la sécurité intérieure et extérieure du pays, notamment annihiler les actions de la Libye qui était l'allié du Gounth. Pour assurer les missions qui lui ont été confiées, la DDS, qui jouissait d'un budget considérable approvisionné par le Trésor public, la présidence de la République, l'argent confisqué chez les personnes arrêtées et les pays dits amis, dotés d'instances dirigeantes et de structures adéquates. Petit 1. Les missions de la DDS. Au terme de l'article 4 du décret cité supra, les attributions de la DDS portent sur petit a. La collecte et la centralisation de tous les renseignements émanant de l'intérieur ou de l'extérieur relatifs aux activités étrangères ou d'inspiration étrangère susceptibles de compromettre l'intérêt national. Petit b. L'identification des agents de l'étranger. Petit c. La détection des réseaux, entre parenthèses renseignements ou actions, étrangers éventuels et de leur organisation. Petit d. La recherche des buts poursuivis immédiats ou lointains. Petit e. La préparation de mesures de contre-espionnage, de contre-ingérence et éventuellement de contre-propagande. Petit f. La collaboration à la répression par l'établissement des dossiers concernant des individus, des groupements, collectivités,
suspectés d'activités contraires ou seulement nuisibles à l'intérêt national. Petit G, la protection sur le plan de la sécurité des ambassades du Tchad à l'étranger et des courriers diplomatiques. Petit 2, les postes clés de la DDS. Les instances dirigeantes de la DDS étaient le directeur, nommé par décret présidentiel. Il est chargé de coordonner et de contrôler les activités des services qui en dépendent. Le directeur adjoint, il assiste le directeur et le supplée en cas d'absence. Le coordonnateur, il s'occupe de tous les services centraux ainsi que ceux situés à l'étranger dans les chancelleries et ambassades du Tchad où les agents de la DDS exercent leur mission sous la couverture de conseillers militaires et culturels. Le contrôleur général, c'est une sorte d'inspecteur général. Il est chargé de gérer l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers saisis sur les personnes arrêtées et de recevoir les demandes d'attribution des dits biens qui lui sont adressés par les agents de la DDS. Le chef de la brigade spéciale d'intervention rapide, dite Bessir, le chef du service de secrétariat, le chef du service comptable. 3. Les structures de la DDS. À ses débuts en 1983, les locaux de la DDS étaient situés au ministère du Plan, mais ce voisinage avec d'autres services ne constituait pas un gage de discrétion. Par la suite, son siège a été transféré sur un terrain situé sur l'avenue Mobutu, comportant un bâtiment et une piscine. Le bâtiment sera agrandi et pourvu de murs d'enceinte, tandis que la piscine sera quant à elle transformée en lieu de détention. Initialement constitué d'un service administratif, d'un service de la documentation comprenant un bureau d'exploitation et un bureau des archives et d'un service action, lors de sa mise sur pied en 1983, la DDS, suivant un rythme moyen de création de 3 nouveaux services par an, a vu le nombre de ces structures s'accroître considérablement quelques années plus tard, passant de 3 à une vingtaine, offrant ainsi l'organisation suivante. Le service d'exploitation. Sa mission consiste à recevoir les fiches d'information provenant de l'intérieur du Tchad et de l'étranger aux fins de recoupement et d'exploitation. Les notes ou fiches ainsi établies étaient adressées au directeur de cette structure qui les transmettait au président de la République. Les informations à caractère militaire étaient également adressées au service liaison militaire extérieure. Le service de recherche. Il est chargé, à travers ses antennes disséminées dans les arrondissements municipaux de N'Djamena, de collecter les informations dans la capitale. Le service liaison et surveillance. Il vient en appoint au service des recherches, dont il constitue une aile, en lui complétant le travail. Le service contre-espionnage. Il est chargé de surveiller toutes les ambassades accréditées à N'Djamena, particulièrement celle de la Libye, au moyen de filatures. Le service de sécurité aéroport. Il exerce une surveillance et un contrôle sur les entrées et les sorties au Tchad à partir de l'aéroport. Ce service constitue un point de passage incontournable pour les étrangers qui faisaient l'objet de vérification. Ainsi étaient interceptés des gens recherchés ou interdits de séjour au Tchad. Le service de sécurité fluviale, parenthèse, la brigade fluviale. Il est chargé de contrôler les entrées et les sorties afin de traquer les ennemis supposés du régime à partir des fleuves Chari, Logon et du lac Tchad, des voies d'eau qui font frontière avec des pays voisins. Le service des transmissions, en liaison avec les services centraux, provinciaux, voire extérieurs logés dans les ambassades, ce service constitue le point de diffusion et de convergence des messages. Au quotidien, le chef de ce service recueillait personnellement auprès des autres chefs de service leurs comptes rendus respectifs qu'il se chargeait de remettre au coordonnateur qui en faisait une synthèse à l'attention du directeur. Celui-ci s'en servait pour fixer les orientations. Le service de sécurité intérieure. Dans le souci d'éviter que les agents de la DDS ne fassent l'objet de manipulations et n'agissent pour le compte d'une puissance étrangère, cette entité les surveillait en contrôlant leur fréquentation. Entre parenthèses, relations, visites privées. Le service exploitation étranger. Il surveille et identifie tous les étrangers qui entrent au Tchad. Le service administratif et financier. Il assure la gestion du personnel et du matériel de la DDS. Le service formation et recrutement. Sa mission consiste à garnir, renouveler les effectifs de la DDS et procurer aux agents les aptitudes nécessaires à l'exécution des tâches qui leur sont confiées.
Le service documentation et archives. Fichier des ressortissants tchadiens en provenance de la Libye, classé avec méthode tous les dossiers de la DDS, tel est le rôle qui lui est dévolu. Le service liaison militaire extérieure, en étroite collaboration avec le renseignement militaire et le haut commandement de l'armée, à l'épreuve des différents événements survenus au Tchad, ce service s'est occupé de prisonniers de guerre, notamment en procédant à et Zagawa lors de la répression de ces communautés. Enfin, il était également chargé de surveiller les forces armées tchadiennes qui inspiraient moins confiance à Hissène Habré que sa garde présidentielle. Le service photo. Toutes les personnes arrêtées avant d'être amenées en détention étaient photographiées et soumises au relevé d'empreintes par ce service pour être fichées. De plus, il couvrait certaines cérémonies officielles auxquelles prenait part le chef de l'État. Le service fichier central. Ce service, qui est alimenté par le service photo, est chargé de regrouper à l'interne toutes les fiches et données anthropomorphiques relatives aux étrangers et aux opposants tchadiens pour être par la suite communiquées aux autres services, notamment le service aéroport et le service sécurité fluviale, dans la perspective de recherche à mener. Le service sources ouvertes. Sa mission consiste à capter les stations de radios internationales et à exploiter les journaux pour en faire une synthèse que le directeur de la DDS se charge quotidiennement de remettre au président de la République. C'est le réceptacle de toutes les correspondances adressées à l'époque par les organisations de défense des droits humains au président ou à ses ministres pour s'enquérir du sort des Tchadiens, notamment les opposants. Afin de prévenir les fuites, ce service qui recevait du service de la présidence les dites correspondances, avec annotation en plus, procédait à des recoupements et tentait d'en identifier l'origine. Le service désamorçage, il est chargé de désamorcer et de poser des bombes ou tout autre explosif. Le service mission terroriste, en collaboration avec le service espionnage et contre-espionnage, il a pour mission la traque, l'enlèvement et la liquidation physique des opposants tchadiens à l'extérieur du pays, notamment dans les États limitrophes, en vue de décourager toute tentative d'infiltration et de déstabilisation. Cette branche de la DDS, dont les membres opèrent à l'étranger sous le couvert de l'anonymat et avec des noms de code, est dirigée par un chef de mission, secondé par un adjoint qui, tout comme lui, est nommé par décret. Pour l'efficacité de sa mission, la mission terroriste a bénéficié de la collaboration de Tchadiens établis à l'étranger et de la coopération de services de renseignement des pays membres du groupe Mosaïque, réunissant l'État d'Israël et 6 autres pays francophones que sont le Tchad, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Zaïre, le Cameroun et la République centrafricaine. Le service pénitentiaire. Sa tâche porte sur la gestion du personnel et de la population carcérale. C'est à lui qu'incombe, sur ordre de sa hiérarchie, la sélection des détenus qui devraient être exécutés. Le commandement de la brigade spéciale d'intervention rapide. Cette unité, dirigée par un commandant, dépend uniquement de la DDS, dont elle est le bras armé. Le service garage et parc automobile. C'est à lui qu'est confiée la gestion et l'entretien du parc automobile de la DDS, dont une bonne partie provient des saisies pratiquées sur des véhicules appartenant à des personnes arrêtées. Le service contrôle. Il veille à la gestion des moyens mis à la disposition de la DDS. Le service secrétariat. Il est chargé de la saisie dactylographique des correspondances et de leur classement. Ces différents services, directement rattachés à la direction, n'entretiennent pas des rapports de dépendance. Le personnel de la DDS comprend des agents permanents en tenue civile et des militaires appartenant à la BSIR. Fonctionnement de la DDS. Le fonctionnement de la DDS était caractérisé par 2 traits principaux. La négation du droit au jugement, la dépendance par rapport au président de la République. La négation du droit au jugement. L'une des caractéristiques principales de la DDS, c'est qu'à quelques rares exceptions près, les personnes qu'elle arrêtait ne comparaissaient pas devant les cours et tribunaux et ne bénéficiaient donc d'aucune protection judiciaire. Toutes les personnes considérées comme ennemies du régime
était donc soumise au régime spécial de la DDS, dans l'ignorance totale des institutions judiciaires officielles. À cet égard, le témoin Bandim Bandoum a déclaré que la DDS fonctionnait en marge de l'appareil judiciaire. La dépendance par rapport au président de la République. Cette dépendance trouve d'abord sa source dans le décret portant création de la DDS, dont l'article 1er dispose expressément que il est créé une centrale de renseignement dénommée Direction de la documentation et de la sécurité, directement subordonnée à la présidence de la République en raison du caractère confidentiel de ses activités. Elle apparaît également à travers les pouvoirs exorbitants que le président de la République exerçait sur la DDS. En effet, l'analyse des archives de la DDS relève que c'est au président de la République que revenait tant le pouvoir de nomination, de révocation que celui de contrôle. Ainsi, tous les chefs de service étaient nommés par Hissène Habré, comme le montrent certaines archives de la DDS, telles que ce document intitulé « Arrêté portant nomination du personnel officier de sécurité, chef de service à la direction de la documentation et de la sécurité », ainsi que cet autre arrêté portant nomination à des postes de responsabilité à la direction de la documentation et de la sécurité. Le pouvoir de révocation ressort également des éléments du dossier, notamment de cette injonction écrite que l'inculpé Hissène Habré a adressée au directeur de la DDS en ces termes. Tous les personnels recrutés à la direction de la documentation et de la sécurité à compter du 1er février 1986 de manière anarchique et sans tenir compte des besoins du service doivent être immédiatement renvoyés. Le nommé Sabré Ribé, un ancien agent de la BESIR entre 82 et 83, a résumé dans sa déposition le degré de contrôle que l'inculpé Hissène Habré exerçait sur la DDS en ces termes. Je tiens à préciser que nous faisons le travail d'État. Nous recevons les ordres du chef qui était le président de la République, parce que toutes les fiches lui parvenaient quotidiennement et c'est par ces ordres que nous agissons et personne ne peut poser un acte sans son ordre. Avec Hissène Habré, même une mouche ne peut être écrasée sans son ordre. S'agissant des moyens de fonctionnement de la DDS, il est établi que diverses demandes en fourniture de bâches militaires au profit des éléments de la BESIR, renouvellement de caisses d'avance et en règlement d'une facture d'achat de monotes ont été adressées à Hissène Habré par le directeur de cette structure ou son adjoint. La dépendance de la DDS par rapport au président de la République apparaît enfin à travers la pratique du serment qui a été instituée en 1989. Les agents de la DDS prêtaient serment dans les termes suivants. Je jure sur mon honneur, fidélité et dévouement au président de la République et aux institutions de la Troisième République. Je prends l'engagement solennel de ne jamais trahir et garder le secret de toutes les activités de la DDS, quelles que soient les circonstances et en toute épreuve. B. Les organes secondaires. Dans ses activités quotidiennes, la DDS est souvent soutenue par d'autres organes de sécurité parallèles. Ces organes sont les renseignements généraux, le service d'investigation présidentielle et l'UNIR. Les renseignements généraux. Le service des renseignements généraux dépend hiérarchiquement de la direction de la Sûreté nationale, qui est elle-même rattachée au ministère de l'Intérieur et de l'administration du territoire. Son personnel est composé d'agents permanents, assistés d'informateurs ou d'indicateurs. Le service des renseignements généraux a existé de tout temps dans l'organigramme du ministère de l'Intérieur et a pour mission de renseigner le gouvernement à travers des fiches sur la situation politique, économique et sociale du pays. Les renseignements généraux collectent les informations grâce à leurs antennes disséminées sur l'ensemble du territoire. Il existe une collaboration entre les renseignements généraux et la DDS. Le premier service sert de force d'appoint au second et lui transfère souvent les personnes arrêtées qui ne relèvent pas de sa compétence. 2. Le service d'investigation présidentielle. Le service d'investigation présidentielle est un service de renseignement parallèle rattaché directement à la présidence de la République. Il a des attributions transversales. En pratique, il intervient tant dans les domaines politiques, économiques que sociaux. Le personnel du service d'investigation présidentielle est constitué uniquement de la garde prétorienne de Habré, appelée sécurité
présidentielle, un appendice des fentes, composé essentiellement des membres de sa tribu et de ceux qui sont acquis à leur cause. C'est aussi une unité d'élite composée de militaires souvent mieux traités à tout point de vue, comparé au reste de l'armée déguenillée, positionnée notamment dans le Moyen-Chari et à N'Djamena. Bien qu'il n'existe aucun lien de subordination hiérarchique entre eux, les agents locaux de la DDS faisaient recours aux forces de la sécurité présidentielle plutôt qu'aux éléments de la police. 3. L'Union nationale pour l'indépendance et la révolution, UNIR. Le parti unique créé par Hissène Habré avait été transformé en instrument de renseignement. Il existait en son sein une structure dénommée Commissariat à la sécurité, dirigée par un secrétaire, présent dans toute l'administration centrale et locale. Les miliciens de l'UNIR, appuyés dans l'accomplissement de leurs tâches par des sympathisants pourvoyeurs de renseignements, pouvaient procéder à des interpellations d'individus et à leur détention dans les locaux du parti. Le secrétaire à la sécurité de l'UNIR dressait des fiches à l'attention du président de la République ou du directeur de la DDS. Outre à cette police politique que constitue la DDS et les organes secondaires, le régime tchadien de la période 82-90 se caractérise par l'existence de centres de détention non officiels. Section 2. L'aménagement d'un système pénitentiaire parallèle, les prisons secrètes. À côté de la prison officielle que constitue la maison d'arrêt de N'Djamena, les autorités tchadiennes ont fait fonctionner beaucoup d'autres centres de détention qui n'étaient pas répertoriés par la législation pénitentiaire en vigueur. Dans son rapport annuel de 1990, Amnesty International pointe du doigt l'existence de ces centres de détention secrets en soulignant que, après la chute de Hissène Habré, le 1er décembre 1990, des centaines de prisonniers, parmi lesquels des prisonniers d'opinion, ont été libérés. Ils étaient tous détenus dans des centres de détention secrets où les conditions carcérales étaient éprouvantes et où le recours à la torture était fréquent. L'existence de ces centres de détention est une violation flagrante de la législation en vigueur au Tchad à cette période. En effet, au terme de l'article 1 du décret portant statut des établissements pénitentiaires du Tchad, l'organisation pénitentiaire comporte des maisons de justice, des maisons d'arrêt, des centres de rééducation des mineurs, des camps pénaux. Ce même texte précise que le service pénitentiaire du Tchad, rattaché au ministère de la Justice, sont placés sous la responsabilité du directeur de l'administration pénitentiaire. Or, à quelques exceptions près, les personnes arrêtées par la DDS ou les organes secondaires étaient détenues dans des prisons qui ne correspondaient à aucune des catégories visées par le décret précité. Ces centres de détention étaient localisés tant à N'Djamena que dans les provinces. Dans la capitale, les centres de détention les plus connus étaient les suivants: la piscine, prison souterraine, datant de l'époque coloniale et destinée aux loisirs des familles des militaires français, la piscine a été réaménagée pour être transformée en centre de détention clandestin en 1987. À cet effet, le mur a été surélevé et le toit recouvert d'une dalle en béton armé. Elle est située dans l'enceinte du nouveau siège de la DDS. Le bâtiment est long de 21,47 mètres et large de 9,62 mètres. La piscine est divisée en 10 cellules, dont les dimensions varient entre 2,98 mètres et 3,13 mètres de longueur et entre 2,97 à 3,20 mètres de large. Elle comporte chacune en hauteur une minuscule fenêtre en barreau d'une longueur de 75 cm et 34 cm de largeur. La porte d'entrée en fer, munie de 2 battants, mesure 1,38 m de largeur et 1,96 m de hauteur. Elle permet de descendre et d'accéder aux cellules dont les hauteurs, compte tenu du sol conçu pour une piscine, varient entre 4,20 m et 5,80 m. B. La prison dite les locaux. Dénommée ainsi par les prisonniers, l'ex-mess des sous-officiers français, située derrière le commissariat central, a été transformée en prison ouverte en 1982. Elle comprend 5 cellules, A, B, C et D, et la cellule E réservée aux femmes.
La plus petite mesure 4,95 mètres de long sur 3,90 mètres de large, soit 19,305 mètres carrés de surface, tandis que la plus grande présente une surface de 118,81 mètres carrés. Cette dernière recevait régulièrement plus de 150 détenus. En période de forte chaleur, un nombre impressionnant de décès y était noté, d'où l'appellation cellule de la mort. Elle a fermé ses portes en 1989 et les détenus ont été transférés à la nouvelle prison de la gendarmerie 2. C'est le camp des martyrs. Autrement appelé camp 13, ce centre de détention était souvent réservé aux prisonniers considérés comme potentiellement dangereux pour le régime ou qui font l'objet de punitions. Il est divisé en 12 petites cellules situées au bout de ce camp militaire. Celles situées du côté droit du bâtiment disposent, en dessous du plafond, de fenêtres de très petite dimension qui donnent sur l'extérieur de certaines cellules de la gauche, dont les fenêtres s'ouvrent sur la petite cour de la prison. Ces étroites cellules étaient souvent surpeuplées. L'absence de toilettes obligeait les prisonniers à faire leurs besoins naturels sur place. En raison de l'absence de lumière, les détenus étaient constamment plongés dans l'obscurité. En outre, la configuration des locaux ne permettait pas une bonne circulation de l'air. D. La prison du camp de la gendarmerie. Maître, pardon. Nous observons qu'il est 12h30 passées, 2 minutes. Et suivant notre chronogramme, en principe, nous avons une pause à partir de 12h30. Je pense que c'est le moment indiqué pour prendre cette pause d'1h30, c'est-à-dire que l'audience reprendra à 14h. Je vous remercie. Donc, l'audience est suspendue pour être reprise à 14h. Gracias.